Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Aujourd'hui, on parle de la traite négrière, l'esclavage et leurs abolitions, mémoire et histoire. Donc c'est un acte du colloque et du SCOL, ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est une formation continue, c'est une publication, c'est l'acte du colloque national. Ça a été fait en mai 2006, donc il y a quasiment 20 ans maintenant. Voilà, c'est un séminaire national organisé par le Carré des Sciences de Paris, dans la direction générale de l'enseignement scolaire, bureau de la formation continue des enseignants. Et donc c'est un grand colloque avec des gens qui viennent et voilà, je vous montrerai le sommaire là, voilà, qui viennent nous parler de l'esclavage, la traite négrière, leurs abolitions, mémoire et histoire. Ça fait environ 81 pages, mais il y a des annexes, alors c'est un peu moins que ça. C'est combien? 80 pages, une connerie comme ça. Et c'est intéressant, voilà, je vais vous dire pourquoi dans une minute. Et voilà. C'est un colloque, donc nous avons plusieurs auteurs. Je vais présenter rapidement ceux sur lesquels les interventions de ceux sur lesquels je me suis appuyé pour construire cette vidéo. Donc on a pour commencer notre ami monsieur Marc Ferraud, né le 24 décembre 1924 à Paris 8. Il est mort en 2021, paix à son âme, à Maison Laffitte. Il était enseignant, chercheur et historien français, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS, et il est spécialiste de la Russie, de l'URSS et de l'histoire du cinéma. Donc voilà, c'était un espèce de gauchiste, il faut dire la vérité. Et il avait même soutenu Ségolène Royal en 2007. Voilà. Et il avait soutenu Chevènement en 2002. Voilà. Mais bon, il a donc fait une longue carrière. Voilà, je vous mettrai son Wikipédia. Vous verrez à quoi il ressemble. Le deuxième auteur, c'est monsieur Jean-Michel Deveau, né à Grenoble en 1941, historien français. Il a vécu dans le Pacifique Sud pendant des années. Il se spécialise dans l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Thèse du 3e cycle sur la traite négrière à La Rochelle. Une thèse d'université sur le commerce rochelais au XVIIIe siècle. Et une HDR, je sais pas ce que c'est, sur les ports négriers français. Donc lui, c'est un spécialiste. Il est professeur des universités et enseigne à l'université de Nice. A noter qu'il a assuré pendant 10 ans la vice-présidence du comité scientifique La Route de l'Esclave à l'UNESCO et est membre fondateur du comité international d'experts du projet d'éducatif sur la traite négrière. Voilà. Donc un spécialiste, vous verrez, il a que ça, l'esclavage c'est son domaine. Luis Felipe de Alen Castro, professeur émérite de l'université de la Sorbonne, politologue et historien. Il est professeur d'histoire économique et à l'école d'économie de la Fondation Getúlio Vargas à Sao Paulo. Voilà, donc c'est un Brésilien. Et il est né en 1946 au Brésil. Et voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur lui. Et le dernier, c'est monsieur Frédéric Régent. Il est né le 10 octobre 1969 à Landau, en Allemagne. C'est un historien et universitaire français spécialiste de l'histoire de l'esclavage. Donc lui, il est comme moi, lui. C'est un Guadeloupéo descendant. Il est d'origine guadeloupéenne, comme ils disent. Voilà. Et c'est un mec qui a beaucoup publié sur l'esclavage aux Antilles françaises. En particulier, il intègre le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage qui va présider de 2016 à 2019. Et ensuite, ses recherches portent sur l'histoire de l'esclavage. Voilà. Son mémoire de DEA, entre esclavage et liberté, la population de couleur en Guadeloupe pendant la Révolution française. Donc voilà, il a une mention très bien à son doctorat. Enfin, c'est un spécialiste, vous le tapez sur Google, de toute façon, vous verrez que c'est des gens qui sont tous très très bien calés dans ce domaine.
Alors pourquoi lire ce rapport, ce colloque quoi, des intervenants? Premièrement parce que déjà c'est bien, c'est riche, il y a plusieurs intervenants, hein, vous avez vu les auteurs, il y en a plusieurs, c'est des mecs sérieux. Frédéric Régent, Marc Ferro, je les connaissais d'avant, c'est les gens sérieux. Et pourquoi lire ça? Tout simplement parce que bon, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo que j'ai proposée sur le code noir, mais je rappelle que je suis moi-même antillot-descendant. Hein, donc je suis parfaitement légitime, encore une fois, pour parler de ce sujet-là. La Guadeloupe, parce que c'est de là que je tiens certaines racines aux Antilles, et ma deuxième maison, clairement, j'adore, et voilà. Et donc tout ce qui s'y a trait, et tout ce qui a trait à son histoire m'intéresse. Et l'histoire de la traite est effectivement une histoire centrale dans l'histoire des Antilles françaises, dans l'histoire de la Guadeloupe, évidemment, et également aujourd'hui, elle est un peu, comment dirais-je, caricaturée et simplifiée. Et donc, se documenter là-dessus, encore une fois, c'est pour aiguiser son esprit critique et voir si y a une cohérence entre les images qu'on nous propose, les images mentales qu'on nous injecte et la réalité documentée historique, hein, archivistique, je sais plus comment on dit, disponible. Hein, disponible avec des gens qui passent leur temps à bosser là-dessus et qui eux ont un avis, je dirais, comme tout le monde, biaisé mais relativement honnête et indépendant. En tout cas, je le crois. Un rappel historique. Premier point, un petit rappel sur les différentes traites. Donc dans le colloque ici, ils vont beaucoup traiter de la traite atlantique, mais les intervenants de ce colloque nous précisent qu'en fait, ce qui est occulté aujourd'hui, c'est pas la traite atlantique, c'est plutôt la traite arabo-musulmane et la traite interafricaine. Pardon. Marc Ferro, par exemple, il a constaté l'hésitation des historiens africains à se prononcer sur la traite arabo-musulmane. Hein. Ils emploient systématiquement les formules conditionnelles, alors que sur la traite atlantique, tu trouves des centaines de livres, des centaines de colloques. Il y a plein de documentation. Pourtant, on sait qu'il y a eu une traite en terre d'islam. Il y a un livre qui est très bien fait qui s'appelle de Bernard Lewis qui s'appelle Race et couleur en pays d'islam et qui atteste l'existence de la traite arabe et qui démontre également que l'islam en tant que tel refuse la traite, mais que celle-ci elle s'est tout de même développée en terre d'islam lors de la constitution des empires arabes. Voilà. Et d'ailleurs, l'auteur fait un parallèle avec le développement qui est similaire à Rome et en Europe, avec le développement de l'Empire romain et l'intensification de la traite en Europe. Et donc c'est vrai que là-dedans, on peut se dire que l'extension des empires implique l'accroissement du commerce d'esclaves. Quelque part, c'est intrinsèque et c'est lié. La deuxième traite dont on ne parle pas assez, mais qu'on va aborder dans ce colloque, c'est la traite interafricaine. Voilà. Donc déjà, elle a été évoquée beaucoup plus tard, notamment par un auteur qui s'appelle Olivier Pétré-Grenouillot, et qui a publié un livre dont là j'ai pas le titre, mais qui a été considérablement attaqué, parce que le livre en fait il démontre que si les traites interafricaines, et notamment les traites domestiques, n'avaient pas existé, les autres traites, c'est-à-dire la traite arabo-musulmane et la traite atlantique, n'auraient pas pu avoir l'ampleur qu'elles ont eu, ni avec un tel essor. Et donc, effectivement, c'est d'abord parce qu'il y avait beaucoup de traites en Afrique, de traites d'esclaves en Afrique, que des gens extérieurs à l'Afrique ont pu venir s'appuyer dessus et internationaliser, et donc dynamiser fortement, évidemment, le commerce des gens. Et dans son livre, ce monsieur, il démontre que s'il y a bien des rafles qui ont eu lieu, ça existe évidemment, mais c'est pas ça le cœur de l'approvisionnement d'esclaves. Le cœur de l'approvisionnement d'esclaves, c'est la traite interafricaine. Et donc, dans ce colloque, on va parler de la traite atlantique, on va pas parler des deux autres traites, mais c'est déjà important d'avoir ça en tête. Il y en a pas eu qu'une de traite, il y en a eu 3 à des échelles sur plusieurs siècles et à des échelles importantes. Si on se concentre sur le sujet du colloque et donc sur la traite atlantique, on va rappeler qu'elle s'échelonne du 15e siècle, donc en 1400 quelque chose,
au milieu du 19e, donc en 1800 quelque chose, ok. Même si on sait, grâce à monsieur Roger Bott, qui a démontré que même après son abolition en 1848 en France, par exemple, la traite a quand même survécu et s'est même aggravée jusqu'en 1905. Voilà. Donc, pour dire encore une fois, on fête des choses. Là, il y a le 10 mai 48 qui est fêté comme l'abolition, machin. Mais au final, c'est un peu du théâtre. Faut quand même se le dire. Que ce soit pour avant ou après. La déportation concerne entre 15 et 20 millions de personnes. Voilà. Donc, il y aurait eu 15 à 20 millions de personnes qui auraient été déportées d'Afrique vers les Amériques dans le cadre de la traite atlantique. Certains disent 11 millions. Bon, c'est très difficile de se mettre d'accord là-dessus. Là, il y a un auteur, Luis Felipe de Alen Castro, là, qui lui dit 10 millions d'ennemis. Voilà, bon, c'est difficile d'avoir une idée précise, étant donné qu'il y a beaucoup d'archives qui n'ont pas encore été dépouillées ni travaillées. Donc ça explique la largeur de la fourchette. Mais bon, voilà. Donc dans ce cadre-là, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a énormément de personnes qui sont arrivées en Amérique, des gens qui ont été commercés, et voilà, c'est entre 15 millions, voilà, peut-être 15 millions, c'est un bon ordre de grandeur. Si on doit se concentrer sur un peu le périmètre français, on va dire qu'au début de la colonisation, hein, globalement dans les Caraïbes, là, c'est les Européens qui sont majoritaires. C'est des Blancs formés de deux catégories d'individus. Les individus libres et les engagés. Donc les libres, c'est les gens qui avaient de l'argent et qui pouvaient immigrer aux Antilles. Et les engagés, c'est les gens qui sont très pauvres et qui ne peuvent pas se payer la traversée de l'Atlantique. Donc elle est prise en charge par les colons. Et en échange, ils doivent travailler pour les colons pendant une période de 3 ans. Période durant laquelle eux aussi peuvent être vendus. Hein. Donc on va le redire, mais dans les Caraïbes, avant même le début de la traite des Africains, il y avait déjà une espèce de retour en arrière sur le statut des gens, avec une espèce de statut de demi-esclave pour un paquet de blancs, hein, français qui partaient là-bas. La population des colonies, elle est globalement, essentiellement composée d'hommes blancs et engagés. Au départ, c'est ça qui fait la population des colonies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les femmes ne partent pas. Par exemple, il donne un exemple. Au port de La Rochelle, il y a 6200 départs en je ne sais plus quelle année, là, et il n'y avait que 40 femmes seulement. Donc, c'est des hommes blancs qui sont là-bas. Et très, très, très peu d'Européennes. Ensuite, va commencer à avoir la traite qui va se développer. Et à partir de 1671, les esclaves commencent à être plus nombreux que les maîtres et leurs familles dans les colonies en Guadeloupe et en Martinique. Et c'est un basculement qui s'effectue en 1700 pour Saint-Domingue et 1720 à La Réunion. Voilà. Au moment de la Révolution, en 1788-90, c'est 90% de la population des colonies françaises qui est issue de l'esclavage. Un rappel historique concentré sur les pays, j'allais dire hispanophones, mais non, lusitophones, en particulier le Brésil. Hein, parce qu'on a un Brésilien, là, c'est Luis Felipe de Alen Castro, là je l'ai cité il y a 2 secondes, qui est présent et qui participe. Et il tient à faire un point. Donc par exemple, lui, il s'en tient à 11 millions d'Africains débarqués aux Amériques pendant la traite. Et donc le Brésil en aurait reçu 44%. Donc la moitié, hein, donc un bon 5 millions et demi, quoi, sur 300 ans, alors que les États-Unis, eux, ils vont en recevoir que 5%, mais sur un siècle. Donc voilà, 5%, c'est 500 000, quoi, la grosse. Hein. C'est un demi-million d'Africains débarqués aux États-Unis, mais sur 100 ans, hein, donc ça, c'est beaucoup plus compact. Il y a une chose qui est intéressante sur le Brésil, c'est que au 19e siècle, la traite négrière, elle est pratiquée seulement dans 2 pays, Cuba et le Brésil. Voilà, parce qu'il y avait, il y avait d'autres considérations politiques qui étaient en cours. Et en fait, pourquoi ? Parce que dans l'Atlantique Sud, la traite des Africains, elle est plutôt bilatérale que triangulaire, dans la mesure où le système des vents et des courants maritimes facilite une navigation directe entre le golfe de Guinée, hein, c'est-à-dire l'Afrique centrale, et le Brésil. Et donc de cette manière-là,
85% des bateaux qui accostent à Luanda viennent du Brésil et seulement 15% viennent du Portugal. Donc là, on se rend compte, on comprend mieux pourquoi au Brésil, ça a perduré plus longtemps. Hein, parce qu'en fait, c'était facile d'accès à l'Afrique, donc ça a duré très longtemps. Voilà, et donc, effectivement, d'un point de vue démographique et d'un point de vue, je dirais, politique, l'esclavagisme brésilien, il a une différence par rapport aux autres. C'est un phénomène qui est national, qui va perdurer jusqu'en 1888, hein, c'est la date d'abolition. Et aussi, il a une différence dans le sens où, évidemment, les Africains qui étaient déportés, on les envoyait dans la campagne travailler, mais au Brésil, ils vont aussi être dans les villes. L'esclavage urbain connaît un développement important. La capitale du pays, Rio de Janeiro, qui est en 1850 l'une des plus grandes villes sur tout le continent américain avec 260 000 habitants, compte 110 000 esclaves à l'intérieur. Voilà. Et 110 000 esclaves, vous vous rendez compte, sur 260 000, les mecs, ils font tourner la ville. Hein. Faut être très clair. Donc l'esclavage, hein, cette donnée-là, dans la vie brésilienne, c'est une donnée fondamentale qui imprègne toute la vie sociale. Et aujourd'hui, on en voit les résultats, puisque l'impact particulier de l'esclavage au Brésil et dans l'Atlantique Sud se traduit aujourd'hui par la présence de 86 millions d'Afro-Brésiliens, soit à peu près la moitié de la population. Ils sont 200 millions là, voilà. Donc t'en as 86 là au moment où ils écrivent ce truc-là, c'était il y a 20 ans, donc voilà, ça a dû augmenter. Donc c'est à peu près un Brésilien sur deux est un Afro-Brésilien. C'est la plus grande concentration nationale de noirs et de mulâtres hors d'Afrique. Un des thèmes abordés ici, c'est l'aspect économique de l'esclavage et sa relation avec l'aspect racisme. Première chose qu'il rappelle dans la conférence, l'esclavage, ça a existé à toutes les époques de l'histoire. Hein, et malheureusement, on mettra une carte ici, ça existe encore aujourd'hui. Hein, c'est de l'esclavage, ils appellent ça moderne, mais moi c'est de l'esclavage. Et historiquement parlant, on peut se dire que c'est les Grecs qui sans doute ont les premiers à avoir distingué l'esclavage intercommunautaire, donc c'est-à-dire celui qui concerne les étrangers, et l'esclavage intracommunautaire, qui s'applique à ceux qui ont commis des délits, par exemple chez eux. Et encore un autre exemple, au IIe siècle, il y a un tiers de la population de l'Italie, donc à l'époque de l'Empire romain, qui est composé d'esclaves. C'est très important. Pour illustrer le fait que c'est une orientation économique et non pas une orientation raciste, il y a eu des recherches qui ont été faites sur l'enrichissement des uns et des autres. Globalement, les résultats convergent sur l'essentiel. Si, pour les armateurs, certaines expéditions ont pu rapporter 100% ou 200% de bénéfices, il semble qu'elles soient exceptionnelles. L'étude des comptabilités des armateurs révèle des profits globaux oscillant entre 5 et 10 points. Donc ça paraît pas énorme aujourd'hui, mais c'est peut-être à se dire qu'à l'époque, 10 points de bénéfice sur une expède, c'était beaucoup. Étant donné que c'était pas financiarisé et économique comme aujourd'hui. Donc voilà. Les officiers gagnent également moins qu'on ne le pense. Hein. C'est donc évidemment où allaient ces profits, ça on peut s'interroger, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il est néanmoins certain que si l'argent de la traite, il a contribué à l'essor du capitalisme, il n'en est pas la source exclusive. Voilà, il n'en est pas la source exclusive. Ce qui est un propos qui est souvent rapporté et qui est faux. Sur ce point-là, d'ailleurs, sur la mise sur le marché français des expéditions, du retour des expéditions de traite, sur le crime commerce triangulaire, il y a d'autres sources qui indiquent que, par exemple, ces arrivées massives de denrées exotiques ont tordu le marché classique français et que ça a été une des sources de la Révolution. Donc c'est une autre source que j'aime, et voilà, qui vient d'un livre sur la Révolution de Jean-Claude Berthaud, je sais plus. Mais lui il parle de ça comme ça. On doit rappeler également qu'à certaines périodes, notamment dans les années 1770-1780, la rentabilité de la traite a commencé à décliner considérablement. Notamment à cause du coût, de l'augmentation du coût des esclaves en Afrique. Aussi bien en Angleterre qu'en France, l'État s'est vu
obligés de créer de nouvelles primes pour inciter les armateurs à continuer à faire ce trafic. Alors que bon, on aurait pu le remplacer par une politique nataliste par exemple. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les principales abolitions, lorsque l'esclavage ont lieu lorsque l'esclavage a cessé d'être considéré comme productif et qu'une main-d'œuvre libre lui est substituée dans le cadre de l'avènement de l'économie industrielle capitaliste. Voilà, donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui a mis fin à l'esclavage, c'est pas les grands principes, c'est plutôt le fait que la machine a remplacé l'ouvrier. Et donc à un moment donné, avoir des esclaves, ça servait plus à rien. La question du racisme, d'ailleurs, comme justification de l'esclavagisme, est en réalité un anachronisme, dans la mesure où le concept n'est apparu en France que très tard. Le premier grand article sur le racisme de type colonial a été écrit par Jean Cohen dans Les Temps modernes en 1955. Et là, ça nous renvoie à cette fameuse citation de Jules Ferry, les peuples supérieurs, les peuples inférieurs, et tout ça là, en devoir d'éducation, je vous la mettrai. Mais en fait, il n'y avait pas du racisme en tant que tel là-dedans. Ça renvoie plutôt à une espèce de darwinisme. C'est plutôt la théorie de l'évolution qui est défendue là-dedans. Et on va pas en parler maintenant ici précisément, mais c'est plutôt cette approche-là. C'est-à-dire qu'il y a des peuples qui ont eu plus de chance que d'autres et qui sont plus avancés que d'autres. Et on pourra le démontrer avec plein de citations. Il suffit de lire aussi Victor Schellcher, c'est exactement ce qu'il dit. Et donc, l'esclavagisme, à la base, encore une fois, c'est pas du racisme. Si on parle des relations raciales, étant donné que c'est quand même un thème, le thème principal de tout ça, de cette histoire, on va parler là des Antilles françaises en particulier. La première relation qui existe, évidemment, c'est les Blancs avec les Amérindiens. Alors les Amérindiens, c'est difficile d'estimer combien ils étaient sur les îles à l'arrivée des Blancs. Aujourd'hui, quand on va au mémorial de je sais pas quoi, là, Memorial Act et tout, ils nous en parlent comme si l'île était complètement peuplée. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les données, les matériaux historiques nous tendent à faire penser qu'il y avait très peu d'Amérindiens qui étaient présents sur les îles. Aujourd'hui, par exemple, sur une population totale de 425 000 habitants en Guadeloupe, il y aurait environ 3000 Amérindiens. Et encore, c'est des descendants de trucs. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que, comme je vous le disais précédemment, il y a beaucoup de Blancs qui partaient, il n'y avait pas de femmes. Et donc, pour la plupart des célibataires, des Européens, ils ont fini par épouser des femmes amérindiennes et à fonder des familles. Donc, il y a eu un métissage qui s'est fait assez tôt sur le côté amérindien blanc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a eu le même phénomène aux USA. Là, je vous renvoie à le livre de Firmin Rose que j'avais lu, Les grands problèmes politiques des USA, qui parle aussi, qui a un chapitre sur les relations raciales, et qu'ici, il note l'antagonisme entre les Noirs et les Blancs dans la société américaine, note également aussi cette accointance qu'il y a eu, et ce rapprochement qu'il y a eu entre les Blancs et les Amérindiens, si bien qu'aujourd'hui, les Indiens d'Amérique du Nord, à part pour ceux qui vivent encore dans les réserves, mais ont été incorporés à la société américaine sans trop de marques, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Sur les relations raciales, on a eu une autre échelle, évidemment, qui est le blanc, le mulâtre, quoi, le métis, comme on dit maintenant, mais c'est plutôt le mulâtre là-bas, et le noir, et donc qui renvoie à des catégories sociales. Donc on a des blancs, on a des libres de couleur, et on a les esclaves. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que la société antillaise, elle a été construite là-dessus, sur cette espèce de classification, racialo-sociale, même si en réalité, quand on regarde en détail, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est complexe et qui est pas tout à fait lié à la couleur de la peau de chacun. Et on va le montrer. Donc, comme je disais, il y a 3 classes, les blancs, les libres de couleur et les esclaves. Pour les esclaves, c'est assez facile de savoir ce que c'est.
C'est des gens qui ont été déportés, fraîchement déportés, ou des gens qui ont été déportés il y a quelques générations et qui continuent d'être esclaves. Et donc, au moment de l'abolition, la Guadeloupe compte, je prends la Guadeloupe, parce que là, c'est bien documenté en Guadeloupe, il compte 12% d'esclaves métissés, 62% d'esclaves créoles, et seulement 26% d'esclaves nés en Afrique. Et donc déjà, vous avez, il y a une différence entre un esclave métissé et un esclave créole. Et là, on va pas rentrer maintenant dans le détail, mais déjà, il y a une différence. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que par exemple, toute la documentation de l'époque, elle montre que entre les esclaves créoles, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur l'île, et les esclaves africains, c'est-à-dire ceux qui arrivent sur l'île déjà grands, il y a un fort mépris. Il y a un fort mépris entre eux, et surtout des créoles vers les Africains. Et ce qui est quelque part, ça peut être bizarre, parce que on nous renvoie toujours une espèce de collectivité du statut d'esclave qui fait qu'ils sont toujours tous soudés les uns les autres et tout ça. En fait, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous avez l'esprit de l'île, et quand vous êtes de l'île, vous êtes toujours plus proche, quel que soit votre statut, qu'un mec qui est pas de l'île. Parce que le mec qui est pas de l'île, lui, c'est un étranger, quoi qu'il arrive. Quel que soit son statut, quel que soit son travail. Il vient de l'extérieur. Et donc vous avez toujours un regard par rapport à ça. C'est l'esprit ilien, un peu comme ça. Vous le retrouvez, pour ceux qui connaissent un peu les îles, vous le retrouvez un peu partout. Et c'est intéressant de voir que là, vous l'aviez aussi entre esclaves. La deuxième classe, c'est les libres de couleur. Alors les libres de couleur, c'est quoi? C'est qui? C'est des choses, c'est souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais le libre de couleur, c'est des esclaves qui ont été affranchis par leur maître. Donc soit pour des bons services, parce qu'ils travaillent bien et que voilà à la fin, ou que des fois les mecs ils étaient trop vieux, alors voilà, je sais pas, il y avait des raisons, voilà. Mais il y avait des raisons, donc on les affranchissait. C'est aussi souvent des femmes, souvent parce qu'elles ont une liaison avec le maître. 2/3 des affranchis étaient des femmes. Donc il y a, comme on le disait, il y a une problématique de la femme sur les îles, et donc il y a un affranchissement qui est lié à ça, notamment des femmes. Donc ce qui se passe pour les libres de couleur, pour les hommes, c'est que eux, en fait, l'apport continuel d'hommes blancs qui venaient sur l'île, qui se renouvellent tout au long de la colonisation, ça a pris les femmes et ça les a métissées de plus en plus, globalement. Et donc les femmes, elles qui ont été affranchies, elles finissaient par être intégrées progressivement à la population blanche, même si elles n'étaient pas blanches. Elles devenaient blanches, socialement, j'ai envie de dire. Les hommes noirs qui, eux, n'arrivaient pas à faire ça, en revanche, ils épousaient pas de femmes blanches parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, cette catégorie de population, c'est donc les libres de couleur, ils se sont soit mariés avec des femmes aussi, j'ai envie de dire, métissées, comme on dirait, ou avec des femmes noires qui étaient récemment affranchies, ou peut-être des esclaves, voilà, ou qui étaient noires, quoi. Et donc, la catégorie des libres de couleur, comme dit l'auteur, c'est ceux qui n'ont pas réussi à franchir la barrière de couleur. Parce que, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'on va voir qu'au fil du temps, il va y avoir un préjugé de couleur qui va se développer. Et donc ce préjugé de couleur, c'est en fait une hiérarchisation de la couleur, du statut social à travers la couleur des gens, même si ça ne reflète pas la réelle couleur des gens. Alors je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut se dire, c'est que les blancs, ils avaient plus de droits que les libres de couleur, notamment pour l'accès aux plus hautes fonctions sociales, et les libres de couleur, ils payaient des impôts supplémentaires. Mais les blancs, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement de la population blanche, il se fait pas entre blancs. C'est ce que je viens de dire juste avant. Les femmes, elles étaient pas blanches. Elles étaient soit des femmes, affranchies, donc des femmes noires issues de la déportation d'Afrique, des femmes noires qui étaient ensuite affranchies, qui devenaient souvent des compagnes ou des maîtresses des propriétaires blancs ou d'autres colons blancs là qui venaient. Et donc elles sont blanchies avec le temps, à travers les générations et les unions. Et donc, mais elles sont pas blanches en tant que telles. Je veux dire, elles ressemblent pas à des gens qui viennent de Haute-Savoie, quoi. Et donc cette population appelée blanche, en fait, elle ne s'est faite qu'à travers le mariage entre des Européens et des non-européennes, qu'elles soient amérindiennes,
africaines, bien sûr. Et puis des fois, après, il y a eu d'autres immigrations. Il y a eu des Indiennes, des Malgaches, des Chinois, mais voilà. Mais globalement, c'est soit des Amérindiennes et beaucoup des Africaines. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, c'est les réputations familiales et la renommée, hein, très souvent liées au compte en banque et à la richesse, qui déterminent réellement la couleur des gens. Si bien que vous avez des gens qui vont avoir peut-être, qui sont issus de ce mélange global, mais qui n'ont pas réussi pareil dans les affaires. Puisque si je prends les libres de couleur par exemple, ils avaient le droit de travailler, ils étaient souvent... on les retrouve beaucoup en politique, hein, y a Lunel, si ma mémoire est bonne, qui s'appelait, et puis Michaud Chevry par exemple, qui ont la tête de l'emploi, j'ai envie de dire. Et ils étaient aussi beaucoup des petits négociants. Donc il y en a qui ont réussi à faire des affaires, à gagner de l'argent, et eux, bah, quelque part, à la fin, à un moment donné, ils sont devenus blancs alors qu'ils n'étaient pas blancs. Et il y en a d'autres qui avaient la même couleur, ou des fois même qui étaient peut-être plus avec une peau claire, comme on dit là-bas, mais qui étaient quand même considérés comme des libres de couleur, parce qu'ils n'avaient pas la même thune. Ils n'avaient pas le nom de famille qui allait, ou ils n'avaient pas la même thune. Voilà. Et donc à la veille de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848, en fait, on a déjà une proportion notoire des non-blancs qui est déjà libre, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Voilà, pour compléter, le 24 avril 1833, c'est la fin du préjugé de couleur, hein, officiellement, avec l'égalité entre les libres de couleur et les blancs, mais pas pour les esclaves, vous l'aurez compris. Mais il y avait quand même beaucoup de gens de couleur qui étaient des non-blancs, quoi, hein, comme je viens de le dire, qui étaient déjà libres, en fait. Donc, voilà. Très intéressant. Ça montre la complexité de la société antillaise. À qui la faute? À qui la faute? Dans les intervenants, on a Jean-Michel Devaux qui dit voilà, la traite a été institutionnalisée par les gouvernements européens à travers une législation et une fiscalité. On est bien en présence d'une organisation qui relève de la responsabilité des sociétés européennes. Donc, c'est une manière de voir les choses qui, à mon sens, n'est pas correcte, moi, et qui est d'ailleurs pas soutenue par la plupart des historiens ici. On a tout d'abord rappelé, hein, dans une partie précédente, l'esclavage est économique. Le fait que ça a toujours existé, qu'il y a eu d'autres traites qui n'étaient pas des traites atlantiques et qui n'étaient pas de la même manière, qui n'étaient pas construites de la même manière. Et là, on va montrer d'autres exemples. Si on doit rester sur le périmètre antillais, on a les Caraïbes, qui sont des Amérindiens, qui eux-mêmes participent à des razzias sur Trinidad et sur la côte actuelle du Venezuela et de la Guyane, et qui capturent des alouags de l'embouchure de l'Orénoque, alors ça je vous mettrai la carte, je sais pas où c'est, et qu'ils revendent comme esclaves aux Français. Et donc la réalité c'est que déjà même en Amérique centrale, on avait du commerce qui existait, et on va rappeler toujours, c'est l'offre qui crée la demande, hein. C'est toujours dans ce sens-là que ça marche, c'est jamais dans l'autre sens. Et donc si on se retourne sur la traite atlantique, ce qui est clair, c'est que la coopération des rois africains était nécessaire à cette traite. En Afrique, à l'époque de la traite atlantique, pour les Européens, l'Afrique, en fait, c'est une série de forts ventouses, quoi. C'est-à-dire, on a foutu des forts sur la côte. Les Blancs, ils s'accrochaient au rivage, mais ils ne pouvaient pas pénétrer à l'intérieur du continent. Du 14e au 17e siècle en Afrique, le concept d'État est aussi développé qu'en Europe. C'est un continent qui est politiquement structuré autour de grands États centrés sur les fleuves. Hein, et là, il cite l'Empire du Niger, la Fédération Ashanti, les royaumes du Fouta-Djalon, du Dahomey, du Bénin, du Congo ou de l'Angola. Et l'économie, elle repose essentiellement sur des échanges assurés par des immenses flottes de pirogues qui montent et qui descendent les fleuves. Hein, ce qui est logique, il n'y a pas de route, et donc on suit les fleuves, c'était pareil un peu partout. Et donc, politiquement, ils sont structurés. Ces royaumes, ils sont structurés. Hein, ça repose sur des cabinets ministériels, il y a des administrations, il y a une justice, il y a une armée. Et tout ça anime des conceptions politico-religieuses et des visions géopolitiques très cohérentes. Les études qui traitent des rapports entre Européens et Africains montrent que les puissants souverains africains, ils imposaient leur volonté aux Européens. Tout simplement parce que c'est les Africains qui étaient maîtres du marché. Voilà, parce qu'ils choisissent les esclaves qui vendent, ils choisissent le prix et ils dictent les règles de livraison et du jeu. Et en plus,
ils sont capables militairement de bloquer totalement l'accès à l'intérieur de l'Afrique. D'ailleurs, on va le dire, mais si on reprend, il suffit d'aller sur Wikipédia, on voit les bateaux qui venaient, c'était 500 mecs, 300 mecs. Donc, c'est pas avec ça que tu vas rafler des millions de personnes. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça, c'est important de le dire et de le rappeler. Je l'avais déjà dit dans, je pense, la vidéo sur le code noir. Il faut le rappeler. L'implication, la coopération des rois africains, elle était nécessaire pour que le commerce puisse se faire. Il n'y avait aucune puissance européenne à l'époque, là, 15e, 16e, 17e, qui était capable d'envahir l'Afrique et de soumettre les populations africaines militairement. Hein. Les souverains, ils étaient capables de mobiliser, alors là, ils disent carrément plus de 200 000 hommes pour défendre leurs terres rapidement. Voilà. Donc le français Pierre David confirme, au retour d'une mission en 1776 sur le Haut-Sénégal, que l'ensemble du pays est parfaitement contrôlé. Et d'ailleurs, si on veut faire une petite extension, on se rend compte que si les Européens ils avaient pu conquérir militairement l'Afrique, ils l'auraient fait. D'ailleurs, à ce moment-là, on rappelle, ils ont envahi fortement les Américains. Et les Indiens, qui étaient moins bien structurés que les Africains, eux, ils se sont pris les conquistadors dans la gueule, eux, ils se sont pris les colons qui venaient, qui leur tiraient dessus, machin. Si ça n'a pas été fait en Afrique, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'en avait pas les moyens. Et à partir du moment où on en a eu les moyens, je dis on, mais je me sens pas concerné, mais c'est notre histoire, donc c'est comme ça, et ben on l'a fait. Et c'est pour ça, et c'est venu après. Pourquoi c'est venu au 19e et au 20e siècle? Parce que le rapport de force avait changé. Le rapport de force militaire avait changé parce que nous, on avait les fusils mitrailleurs que les autres n'avaient pas. Alors que 200 ans avant, ton mousquet, bah, tu tirais du coup par coup. Donc, face à un mec qui avait des arcs et des flèches, t'étais un peu meilleur, mais t'étais pas non plus 100 fois meilleur. Et donc, c'est cohérent dans l'histoire. Et donc, c'est important de se rappeler ça. C'est important de se rappeler cette vérité. C'est que la vente d'esclaves dépendait des guerres interétatiques entre royaumes africains. Et c'est de là que venaient les caravanes d'esclaves. C'est là que venaient les caravanes de captifs qui étaient ensuite vendues aux Européens. C'est important de se le rappeler, c'est important de se le dire, c'est important de l'avoir en tête, si on veut pas être un débile. Pour aborder la pratique et les coutumes de l'esclavage, oui, c'est tristoun, mais bon, faut en parler quand même. Donc, dans le colloque, il nous explique qu'on peut distinguer 3 types d'esclaves. L'esclave domestique, l'esclave du travail et l'esclave prisonnier de guerre. Donc il y a 3 types d'esclaves différents dans les Antilles. On a les grands propriétaires fonciers dans le domaine du sucre, aux Antilles françaises, possèdent en moyenne 150 esclaves. Même s'il y a des pointes avec de 600 à 1000 esclaves. Donc là, ça fait vraiment des grosses plantations. Voilà, c'est 150 esclaves pour du sucre. Donc le sucre, je rappelle, c'est les grands champs de canne à sucre. Quand c'est du café ou du coton, la moyenne, c'est plutôt entre 30 et 50 esclaves. Donc c'est déjà beaucoup plus petit. Et enfin, il y a des petits producteurs de vivres qui font travailler 5 à 6 esclaves en moyenne. Et là, il faut bien se dire qu'en termes de nombre, aux Antilles françaises, c'est ces gens-là qui étaient la majorité, c'est sûr. Donc, on l'avait déjà expliqué, mais aux Antilles françaises, la taille des exploitations fait qu'il y a une proximité entre l'esclave et son maître, qui est à contraster, par exemple, avec le Brésil ou les États-Unis, voilà, où on avait des immenses propriétaires fonciers. Et donc ça détermine pas mal de choses, et notamment le traitement des esclaves, c'est évident. Alors on apprend aussi que la couleur détermine le prix de l'esclave, et que plus vous êtes clair de peau, plus vous êtes cher, et surtout quand vous êtes des enfants. Donc bon, ça c'est comme ça. Et enfin, une dernière chose, pour se libérer de l'esclavage, là il casse un peu un mythe, mais on en a parlé précédemment, mais l'affranchissement est beaucoup plus régulier et beaucoup plus important que le marronnage. Je rappelle, le marronnage, c'est les nègres marrons, comme ils s'appelaient d'ailleurs nos amis rappeurs là. C'est les esclaves qui s'enfuyaient de la plantation. Donc le marronnage, bon, ça existait évidemment. Mais globalement, c'est l'affranchissement qui permet aux esclaves de sortir de ce statut. C'est pas la fuite. Les vraies révoltes d'esclaves, elles vont vraiment se développer à partir du moment où le front esclavagiste, comme ils appellent ça, c'est-à-dire les blancs et les élites de couleur qui dominent sur l'île, va voler en éclats au moment de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, petite parenthèse, mais il va y avoir un changement
de rapport avec le pouvoir central en métropole, et donc ce qui unifiait avant certains intérêts va finalement s'inverser, il va y avoir des opportunités pour certains, et donc il va y avoir une fracture entre le front, avec le front esclavagiste, hein, comme ils appellent ça, et donc ça va mener à plusieurs révoltes. Mais jusque-là, c'est l'affranchissement qui permet aux gens de sortir de ce statut. Voilà, le marronnage, ça reste rare. Ils ont un thème aussi sur l'enseignement, hein, de cette histoire. Et là, il y a une approche qui est toujours un peu compliquée. Voilà, il n'est pas inutile de rappeler le silence qui, en France, a enveloppé ce sujet sur la traite négrière. Il n'est pas innocent que le peu de place qu'occupe le sujet dans les manuels scolaires et tout ça. Je rappelle que moi, j'ai lu un livre il y a pas longtemps sur 14-18 et sur le traitement des tirailleurs sénégalais pendant 14-18. Ils en parlaient aussi de ça, de l'enseignement. Il y avait quand même des choses qui sont toujours à remettre en question, c'est la longueur des programmes, hein. Et puis une partie de la recherche, on a parlé tout à l'heure là au tout début de la vidéo du manque d'archives, donc effectivement, enfin du travail des archives, donc effectivement c'est difficile. Quoi qu'il en soit, de toute façon, tout ce travail là sur l'histoire de la traite et des traites même, j'ai envie de dire, ça doit être le fruit d'une dialectique entre les différents chercheurs africains, antillais, brésiliens, européens, américains. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça qui est important dans l'enseignement. Et ce qui est aussi important, et là je renvoie la balle à ceux qui m'écoutent, c'est que c'est aussi important aux gens comme nous de se bouger le cul et de les lire, les livres, hein, de les lire, de se prendre la tête. Parce que c'est facile de dire qu'on t'enseigne rien à l'école si toi après t'as rien envie d'apprendre de ton côté. Et enfin, quand même, on a une note positive par rapport à ça, parce qu'on a donc notre ami brésilien qui est là, Luis Felipe de Alan Castro, qui dit « Concernant mon expérience en France, je tiens à atténuer la sévérité des commentaires à l'égard de la recherche française sur l'esclavage. Les études pionnières sur la traite y ont été effectuées dès les années 1930 et 1940. Herbert S. Klein, le grand spécialiste américain de l'esclavage et de la traite des Noirs, considère le livre de monsieur Gaston Martin, hein, donc le livre s'appelle Nantes au XVIIIe siècle, comme le livre fondateur des études modernes sur la traite. » Donc c'est aussi rigolo de voir que quand c'est des Français, on se dit le silence, nanana, et t'as un Brésilien qui vient qui dit non mais les gars, c'est en France qu'on a fait le premier livre, hein. Le livre fondateur des études sur la traite, c'est un Français qui l'a fait. Donc ça quand même c'est aussi encore une fois une fierté qu'on peut avoir, c'est que malgré tout en France on essaie d'être honnête quand même. Et après c'est aussi à l'engagement des gens. Voilà, l'éducation nationale républicaine ne peut pas tout pour nous, les enfants. Donc bougez-vous le zouk. Si on doit se risquer à un commentaire après la lecture de ce colloque, là, il y a une chose intéressante, c'est, je dirais, que ça permet de, en croisant comme ça, en faisant venir un historien brésilien, en rajoutant des points de vue qu'on n'a pas forcément et des données qu'on n'avait pas forcément, ça permet de rappeler la complexité de ce système. Ça permet de rappeler la difficulté qu'il y a à y voir clair et notamment de se faire un avis tranché. Aujourd'hui, celui qui s'intéresse à la traite atlantique va forcément se rendre compte qu'il y a évidemment d'autres traites qui ont eu lieu en Afrique et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous faites la carte de l'esclavage moderne, je l'ai mise tout à l'heure, je la remets là, mais c'est en Afrique que ça se déroule de la manière la plus forte. Et que c'est historique chez eux, que c'est comme ça. Et que c'est aussi à cause de ça qu'ils ont été esclaves qu'ils ont été pris en otage plutôt, hein, une bonne partie de la population a été pris en otage par ce système de traite et notamment de la traite atlantique. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas de solidarité. C'est pas vrai. Il n'y a pas de solidarité raciale. Là, c'est des Africains qui transforment d'autres Africains, qui les réduisent en esclavage, qui les vendent à des Blancs. Et sur les îles où ça se passe, où ils sont déportés, dans les Antilles, c'est des mêmes Blancs ou d'autres Blancs qui les affranchissent, qui se marient avec. Et ensuite, ça construit une société qui n'est pas basée, qui a une appellation raciale, puisqu'on a le préjugé de couleur qui existe, hein, les esclaves, les libres de couleur et les Blancs, mais qui ne reflètent pas la réalité de la couleur de peau là-dedans,
Alors que dans le pays juste à côté, donc là c'est pour les Antilles françaises, mais dans le pays juste à côté, aux États-Unis, ben il y aura des lois hyper strictes sur comment dire, sur la race, quoi, sur la couleur de peau, qui va empêcher les gens de boire aux mêmes endroits, d'être assis à côté au bar parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, et de remonter je sais pas combien de générations avant pour vous prouver que faut être blanc, machin, enfin, et en fait on se rend compte que voilà, le Brésil, les États-Unis, c'est des approches, ou Cuba, c'est des approches très différentes de ce qui s'est passé aux Antilles françaises, ou je sais pas moi, comment dire, dans d'autres pays, quoi, où il y a eu comment dire, la traite atlantique a été, ou d'autres îles, quoi, il y a eu le traite atlantique a été utilisé. Je rappelle, j'avais fait une vidéo au départ sur le code noir, et ça montrait cette différence. Et là, bah voilà, on lit d'autres auteurs qui ont rien à voir, et ils sont plusieurs, et ils vous disent la même chose. Ils vous disent la même chose, et c'est international. C'est important de voir qu'il y a un Brésilien, il y a d'autres pays. C'est important de se dire que c'est international, donc c'est pas un prisme franco-français. Ça aussi, c'est important. Et donc le commentaire, il vise à dire attention aux idées reçues, attention au prêt-à-penser, attention à ce qu'on vous raconte. C'est pas les noirs contre les blancs, c'est pas vrai. Ça, c'est du mytho. Et je vous renvoie à mon autre vidéo, ma vidéo sur l'autre livre, sur celui de Maurice Rachfus, l'UGIF, les Juifs et la collaboration, qui nous enseigne la même chose, qui nous rappelle que dans certains contextes, ce qu'on croit être une solidarité raciale n'est pas une solidarité raciale, bien au contraire. Et donc il faut se méfier de ce genre de prêt-à-penser. Voilà. Voilà, merci à tous. On est le 4 avril, il est 15h. Je vous embrasse fort. Vous laissez pas chier dans le cerveau comme d'habitude. Hein. On est là pour essayer de comprendre. N'oubliez pas le bandeau. J'essaie de comprendre. C'est ça la clé de tout. Prenez soin de vous.